Oh, hello, how are you doing today? Hello, Joe. Hello, Nico, indeed. Are you fine? I am Wonderwall Song 2. All you need is love, and you? Oh, life on Mars, or maybe honky-tonk women? Grave. Vous l'aurez sans doute compris, le burger du mois ce mois-ci est un burger spécial british avec au menu. To the menu. Le steak, notre gros dossier, se posera la question qui fâche et qui tâche. La Britpop est-elle vraiment prise au sérieux? La salade The Salade reviendra sur l'un de nos albums préférés, 13 de Blur. Et la sauce, ce qui fait toute la différence, s'intéressera à un individu pas commun qui vit à Manchester. Il s'appelle David McLean. Oh dear. What time is it, Nico Pratt? It's time for the sang conservateur. Everything dont on ne parlera pas in the émission, parce que c'est nul. Let's go! Shall we? Nous allons vous parler de pop et de cinéma anglais, ça c'est certain, mais d'abord soyez assurés que nous ne vous parlerons pas de Blossom, le nouvel album du duo allemand Milky Chance, à paraître le 17 mars. Ils nous avaient profondément exaspérés en 2013 avec leur hit surprise Stolen Dance et on avait carrément pété un plomb à l'écoute du suivant, Down by the River. Et c'est peu de dire que leur deuxième opus ne s'annonce pas moins mièvre et mal écrit. Voilà, c'est relou. He wants to pay you $10 million. He's offering you a contract marriage. On ne vous parlera pas non plus de The Arrangement, nouvelle série qui débute le 1er mars sur la chaîne E! Et qui raconte l'histoire d'une actrice acceptant d'épouser un acteur contre de l'argent. I'm in love with you, and I don't know who you really are. Les acteurs sonnent faux, l'image est moche et en même temps c'est sur la chaîne des Kardashians, donc c'est logique. We all have a monster inside. Cette émission Made in England est donc forcément l'occasion de vous parler de la musique qu'on aime, qui vient de là. Qui vient du blues? Je vais tenter de garder mon sérieux. Non, Joe, qui vient de la pop, la Britpop, les années 90. Blur, Oasis, Suede, Pulp et autres. Ecobelly. Non, on a dit que Ecobelly c'était non, Nico. Il y avait tout. Non, il y avait tout. Vous me remercierez. On regarde les autres. Alors en tout cas, une chose est certaine, je suis personnellement un immense fan d'Oasis et on se moque de moi. On dit que je suis bête et c'est facile de dire que je n'ai pas de goût, tout simplement parce que j'aime Oasis, j'aime... Il faut pas écouter les gens, Nicolas. Je les écoute. Ça me rassure, ça me Tu fait plaisir. suis Oui, ta propre voix. oui, mais résultat, je me pose la question. Si je ne suis pas pris au sérieux, la Britpop est-elle prise au sérieux? Ah bah tiens, justement, ça tombe bien, c'est le dossier du mois, du burger. La Britpop peut-elle être prise au sérieux? Question, réponse. Au début des années 90, deux forts courants rock se font face. En Amérique, le grunge de Nirvana et de Pearl Jam règne en maître, tandis que de l'autre côté de l'Atlantique, au Royaume-Uni, le mouvement Britpop vit ses premières heures. En effet, c'est sous une pluie de critiques positives que le groupe Suede fait ses débuts. Le groupe fait vendre, la presse ne manque pas de le remarquer et en fait ses nouveaux chouchous. Dès lors, la brèche est ouverte et des dizaines de groupes émergent, parmi lesquels Blur, Oasis ou encore Supergrass, mais aussi d'innombrables gloires éphémères dont le succès ne durera pas plus que le temps d'un single. Dès le départ, il paraît évident que le terme Britpop est en réalité un terme fourre-tout servant à étiqueter à peu près tout ce qui sort de nouveau dans le Royaume-Uni entre 1992 et 98. Des formations telles que Pulp ou les Stone Roses se voient affiliés Britpop alors qu'ils produisent des singles depuis déjà des années. La musique britannique a toujours été un des fleurons culturels exportés par la Grande-Bretagne. Dans les années 60, bien sûr, il y a les Beatles. S'en suivra bien sûr la British Invasion. C'est ce moment où tous les groupes comme les Zombies arrivent aux États-Unis. Il y aura même plein de groupes britanniques qui ne sont pas du tout connus en Grande-Bretagne, mais qui sont connus aux États-Unis. Et ça arrive aussi avec la Britpop. Je pense à des groupes comme Bush, pas vraiment connus en Europe ou en Grande-Bretagne, mais super connus aux États-Unis au point que Gavin Rossdale va devenir Monsieur Gwen Stefani. Donc oui, je crois qu'il y a eu ce mouvement fan de la Grande-Bretagne dès les années 60. Un mouvement sans vraie direction artistique dans les
les 90s, mais poussé par deux éléments, les ventes d'albums, pas encore dévorées par le MP3, et une presse musicale anglaise encore toute puissante et avide de créer de nouvelles tendances. Sans oublier le public, un public jeune qui, de son côté, prend la chose Britpop très au sérieux. Parce que si la presse dite adulte ne manque pas de dénigrer cette nouvelle vague d'une pop simple, majoritairement basée sur des singles très accrocheurs sortis d'albums faiblards, la jeunesse anglaise en redemande. Elle a pour la première fois depuis des années des idoles auxquelles s'identifier, Jarvis Cocker, Damon Albarn, les frères Gallagher, qui deviennent tous des figures incontournables de la culture UK. À ce moment-là, il y a beaucoup de changements, il y a un souffle de ras-le-bol chez les jeunes. Ça affecte également non seulement le plan culturel musical, mais également la mode, la politique un petit peu, où les politiciens maintenant veulent être vus comme cool et à traîner avec des rockstars. Rappelons qu'à cette époque, le Royaume-Uni traîne derrière lui plusieurs décennies de gouvernance conservatrice Thatcher, mais un jeune homme n'hésitera pas à utiliser les têtes d'affiche de la Britpop comme tremplin. Ce mec, c'est Tony Blair, et en 97, il est élu Premier ministre. Son électorat le plus jeune aura sans doute été séduit par ses affinités avec Noel Gallagher ou le manager d'Oasis, Alan McGee. Quoi qu'on pense du mouvement Britpop, les choses sont très sérieuses. On ne compte plus le nombre de prix reçus par des groupes de Britpop lors de la cérémonie des Brit Awards. Oasis et ses frères adorés par la middle class britannique vendent 22 millions d'exemplaires de What's the Story, Morning Glory. Quand un groupe comme Blur délaisse la pop pure et dure pour s'aventurer hors de sa zone de confort, c'est très sérieux également. Et il en va de même pour Pulp, qui livre avec This Is Hardcore l'un des albums les plus classe des 90s. Ici, on n'oublie pas la Britpop, on la respecte et on l'aime. Et finalement, trêve de débat stérile, cette musique a façonné les adultes que nous sommes, donc oui, la Britpop est à prendre au sérieux, elle est importante, belle et éternelle, point barre. Et sérieusement, de toute façon, quel cœur de pierre serait capable d'ignorer ceci ? Drake, c'est notre copain, même s'il n'est pas anglais. Oui, parce qu'on le rappelle, on est ici dans un burger british. Enfin, il paraît que si on veut, vu que c'est notre pote, il peut être british. Drake. Tu imagines s'il est écossais? My name's Drake. Bah, comme ça, regarde. Drake, c'est notre pote, il est évidemment anglais et il nous conseille une série british pas encore arrivée chez nous. Il est britannique donc. Ouais. C'est pas pareil, anglais et britannique. I'm really, really scared. Everything's gonna be okay. Trust me. Ce mois-ci, Drake vous conseille Apple Tree Yard, une série diffusée en janvier sur la BBC qui raconte l'histoire d'amour entre une scientifique jouée par Emily Watson et un gras de papier interprété par Ben Chaplin. Une histoire qui prend une autre tournure lorsqu'elle réalise qu'il est en fait un fantôme. I was a civilized woman. Now I don't even know what that means. Une série bien écrite, bien ficelée, magnifiquement interprétée, bref, une série de la BBC, malheureusement aucune diffusion française prévue pour le moment, on vous conseille donc de télécharger. Non, Nico, on peut pas faire ça. Ah, vous trouverez un moyen. Chaque mois dans le burger, nous mettons en avant un artiste à part, parfois chelou, toujours fascinant, et on appelle ça la sauce, car dans le burger, la sauce, c'est ce qui fait toute la différence. Émission spéciale Brit obligée, nous avons jeté une oreille du côté de Manchester, patrie d'Oasis, des Smiths ou encore de Joy Division, et nous avons découvert un certain David McLean. Il a un label bizarre, il joue du saxophone et il est passionné de films noirs. Il n'en fallait pas plus pour qu'on s'intéresse de très près à lui. C'est notre sauce du mois.
Comment avez-vous eu l'idée de créer votre label et quelles étaient vos intentions? The main reason for doing that was because I knew no one else would be issuing my own music. So I took the decision just to just do everything myself, complete DIY standpoint. That slowly turned into becoming a full-blown label when my friends started knowing that I was putting out records as well and wanted me to do theirs. In recent years, the label's become completely global, and I think the most important thing for me is that I'm also, as well as representing regional musicians and my friends' music that are based here in Manchester, I'm also putting out just as much music from the international community, especially from the free jazz and improvised. Pourquoi avoir choisi d'appeler votre label Tombed Vision? The name Tomb Visions comes from a poem by the British poet Ted Hughes, from a poem that he wrote called Two Legends, and I was instantly struck by the word Tomb Visions. It was during a particularly angsty period of my life. I think the connotations of that word now have taken on a completely different meaning with the artist that I'm representing on the label. And for me now, the word Tomb Visions really means that the people that are issuing music on my label are doing very considered and very thought out work. Historiquement, Manchester est une ville très musicale. Est-ce que c'est encore le cas en 2017? Manchester, for me, it's been one of the most amazing cities. Coming from a small town originally in Bletchley, which is near London, and then not being that many venues there, to come up to Manchester and have the ability to play in such a diverse array of music venues across the city, it's really meant that I've been able to explore a huge amount of facets of music that I'm interested in, but have different venues to play that type of music in. And I think Manchester's going from strength to strength in terms of where people can play music, where people can put on gigs, where a lot of other towns in sort of the north, they're seeing a real decline in venues here. So, I mean, Manchester has been, I've been incredibly fortunate as a musician because of the abilities that a city like Manchester affords me, and I think it's easily one of the best places to play music. Dans la guéguerre Oasis contre Blur, on n'a pas voulu choisir tout simplement parce que personne n'a à le faire et que, franchement, plus de 20 ans après, cette histoire n'intéresse plus grand monde. Mais on a un petit peu choisi quand même, puisque La Salade, notre pause nostalgie, nous ramènera en 1999, le 15 mars 1999 plus précisément, date de la sortie du 6e album de Blur. L'album de la maturité selon certains, mais surtout un putain d'immense disque, peut-être bien tout simplement leur meilleur. Deux ans avant la sortie de 13, Blur de Blur, leur 5e album, est un carton monumental. Il faut dire que dessus, on retrouve les singles Beetle Bomb et Song 2 et que même les Américains ont chanté Wouhou! Si cet album, leur 5e, se démarquait déjà énormément de leur sonorité Britpop, celle qui avait fait leur succès, le groupe, sous l'impulsion du guitariste Graham Coxon, souhaite aller encore plus loin et explorer d'autres territoires. Pour cela, entre juin et octobre 1998, ils enregistrent entre Londres, chez eux, et Reykjavik un nouvel album dont l'enregistrement est placé sous le signe de la tristesse, puisque Damon Albarn vient alors tout juste de se séparer de Justine Frischmann, la chanteuse d'Elastica. Et ça faisait plaisir aux chanteurs de Suède. Parce que c'était son ex. Ouais, je sais, je me souviens. On a tous un peu... Collège des cœurs brisés en Angleterre, mon pote. Et pourtant, pas de quoi pleurer quand on sait qu'après la rupture, Damon partagera un appartement avec le dessinateur Jamie Hewlett, qu'il avait rencontré grâce à Coxon. Ça te fait rire ce mot? Ouais. Et que ces deux-là commenceront à imaginer un petit projet sans patoche, vous connaissez peut-être, Gorillaz. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on
it's coming on, it's coming on. Mais nous n'en sommes pas encore là, Nico. Non, absolument Joe. pas. Ouais. Et pour le moment, il faut accoucher d'un 6e album, parce qu'on les attend, les mecs. Et pour cela, le groupe prend la décision de ne pas bosser avec Stephen Street, le producteur historique du groupe, mais de se tourner vers William Orbit, un artiste de musique électronique. Un choix qui s'avérera payant, mais qui sur le moment surprend. Albarn se justifie ainsi. Nous étions sur un projet tellement personnel qu'il nous fallait quelqu'un que nous ne connaissions pas. Orbit se souvient d'innombrables tensions durant l'enregistrement. D'un côté, Albarn a déjà des ambitions électroniques qu'il mettra à exécution avec Gorillaz, on en a parlé, et de l'autre, Graham Coxon souhaite se tourner vers un son plus punk et gagne le bras de fer. 4 ans plus tard, ces tensions éclateront avec l'album Think Tank, durant l'enregistrement duquel Coxon quittera tout simplement le groupe. Mais pour l'heure, tout se passe encore pas trop mal. La pochette est d'ailleurs signée Graham Coxon. Il s'agit de la toile The Apprentice, donc peinte par le guitariste, qui fait quelques gribouillages à ses heures perdues, n'est-ce pas? Et l'aviez-vous remarqué, le 1 et le 3 du titre de l'album forment un B comme... Blur! Ouais. C'est malin! Ouais, c'est pas con. C'est croquant! Un beat aussi. On coupera ça. Lorsque l'album sort, les critiques sont dithyrambiques. Il n'y a bien que le NME, qui n'aime rien tant que détruire les icônes qu'il a créées, qui attribue à 13 un modeste 6 sur 10. Pour le reste, c'est un succès public, un succès critique, un succès bien mérité, puisqu'il s'agit non seulement du dernier grand album du groupe, alors oui, désolé, je n'aime pas Think Tank et je suis pas un immense fan de The Magic Whip sorti en 2015, non seulement l'un des derniers grands albums du groupe, mais aussi simplement de l'un des plus grands albums pop de tous les temps. Un album complexe, triste, fascinant, bouleversant, un album pour les décennies à venir, pour chialer au coin du feu. It's over. You don't need to tell me. I hope you're with someone who makes you feel safe in your sleeping tonight. Vinnie Jones est acteur, et vu sa gueule de mec brisé par la vie, vous n'avez pas pu rater ses apparitions dans Snatch ou encore dans l'horrible X-Men 3. Quoique, vous avez peut-être loupé X-Men 3. C'est pas grave. Si vous voulez passer une mauvaise soirée entre amis, vous pouvez le regarder. Ainsi que Évasion, aux côtés de Sylvester Stallone et Schwarzenegger. Mais ce que peu de gens savent, Joe, c'est qu'avant d'être acteur, Vinnie Jones, il a été... Il collectait les dettes. Footballeur international gallois, il a disputé pas moins de 386 matchs dans le football professionnel. C'est un chouïa plus que toi. Il est passé par Wimbledon FC, Queen's Park Rangers, Leeds United, Sheffield United et Chelsea FC, mais était et reste surtout connu pour ses tacles violents et ses prises de bec avec ses adversaires. Crois-moi, t'avais pas très envie d'être son adversaire à Vinnie Jones. Vinnie Jones contre le reste du monde, c'est notre clash du mois. Tu ne dois pas des sous, toi? Ah Ouais, si. Peut-être 20 balles de la dernière fois, là, tu sais, le truc... Vinnie? Je te passe quelqu'un. C'est Vinnie Jones. Allô? Pour moi, c'était un joueur d'une autre époque, un mec qui réglait ses comptes sur le terrain, un homme dur, quelqu'un qui aujourd'hui qui n'existerait pas parce qu'il était trop violent et trop physique. Je pense que c'était un intimidateur sur le terrain qui jouait de son visage, de sa corpulence, de ses capacités athlétiques et qu'il arrivait facilement à impressionner aussi avec beaucoup de trash talking les adversaires. Et du coup, ça amenait des situations où les joueurs étaient terrorisés de le rencontrer, savaient que potentiellement ils allaient se faire défoncer et du coup, ça amenait une tension sur le terrain qui ne pourrait plus exister aujourd'hui en fait. When you walk through a storm, hold your head up high. Vinnie Jones, né le 5 janvier 1965 à Watford, Royaume-Uni, est réputé pour ses nombreuses victimes sur le terrain. Nous sommes au début des années 90 et la plus célèbre d'entre elles s'appelle Paul Gascoigne.
Paul Gascoigne à l'époque était un peu le joueur montant et le new one que tout le monde adorait et que tout le monde encensait. Et lui, il arrivait en lui disant « Écoute mec, c'est pas comme ça que ça va se passer ». Et sur un corner, il a attrapé les parties, il les a serrés très fort et il a dit « Faites, t'es personne et surtout pas aujourd'hui quoi ». Vinnie Jones n'a peur de rien, de personne et surtout pas d'imposer ses records. Il a pris le carton rouge le plus rapide de l'histoire, c'est qu'il a démarré le match et tout de suite, première fois qu'il a été à côté de quelqu'un, il a fait un tacle assassin et il s'est fait expulser direct. Donc déjà, il faut le faire après 4-5 secondes, même pas le temps que la sauce monte. Mais alors, Vinnie Jones, sale mec, grand joueur, l'inverse ou les deux? Moi, je pense que c'est un grand joueur et un super mec en fait. Ouais. C'est un gars qui, au-delà de sa facette de killer sur le terrain, déjà était très fort à balle au pied. Il avait son style de jeu et c'était à une époque où effectivement il fallait jouer dur et bon, au-delà de ça, il savait manier le ballon et faire de belles choses. Ouais. C'est une de ces icônes qui n'existe plus aujourd'hui parce que le football est devenu très lisse, justement par rapport aux sponsors, aux contrats, à l'argent qui est en jeu, les droits télé, etc. Effectivement, pas que en tant que footballeur, c'est devenu une personnalité que les gens aiment. Même s'il a fait des sales coups, c'est aujourd'hui quelqu'un, tous les fans de football aiment Vinnie Jones quelque part pour ce qu'il a été et ce qu'il est devenu. Les frites dans le burger du mois, ce sont tout simplement nos jouets, nos objets. Et chaque mois, c'est l'occasion d'une bataille féroce. Comment tu fais la férocité? Ouais, une bataille féroce qui se joue en grande partie sur les internets, puisque vous pouvez voter avec le hashtag burger du mois, soit pour le jouet de Joe, soit pour le jouet de moi, Nico. Et le mois dernier, je suis pas peu fier de vous dire que j'ai gagné et c'est bien normal puisque souvenez-vous, je vous avais ramené tu te souviens, des espèces de Dark Vador. Alors moi je vous ramène un château. Un château quoi. C'est-à-dire je donne quand même de ma personne. Je sais pas si vous m'avez pas vu dans le métro avec un château comme ça quoi. Mais non, vous avez quand même fait gagner Nico, donc il se balade qu'en taxi. Hein. Bref, en tout cas, il se trouve que j'ai gagné, je vous en remercie, mais je remets mon titre en jeu comme à chaque fois, comme à chaque émission. Et donc, c'est l'occasion d'un nouveau combat, de nouveaux jouets. Et Joe, vas-y, je te laisse. Tadam! J'ai ramené un jouet british. Tu vois, parce que bon, c'est spécial Brit, hein, tu vois, donc j'ai ramené Judge Dredd. Judge Dredd, c'est un personnage de bande dessinée britannique, donc, qui a été créé dans les années 70, en 1977, et dont les aventures sont toujours éditées aujourd'hui dans un magazine qui s'appelle 2000 AD, et donc il y a Mesco Toys, qui a sorti la moto de Judge Dredd avec Judge Dredd dessus. Attendez, je vous montre parce que les petites lumières s'allument. D'accord. Dès qu'il y a des lumières qui s'allument, tu vois, ça me rend complètement fou. Ouais, je vois ça. Il y a Judge Dredd, tu peux l'enlever, il est complètement articulé, il a des vraies fringues en cuir. Et ça, je veux dire, c'est quand même la grosse classe. Et donc, c'est toujours dispo, c'est-à-dire ça se trouve sur le web. Le personnage, la figurine de Judge Dredd coûte une 60aine d'euros. La moto, je crois, 150. Et si tu veux les deux en même temps, il faut claquer 250 boules. Voilà, c'est beau mais c'est cher. c'est beau mais c'est très cher. J'ai hâte de voir ce que tu nous as ramené, Nico. Écoute, pour une fois, je n'ai pas ramené du Star Wars. J'ai ramené une petite boîte avec des œufs dedans, mais pas n'importe quels œufs. Ah oui, d'accord. Puisque c'était une fausse boîte d'œufs éditée par NECA, donc NECA qui fabrique des jouets, ouais. Voilà, des jouets à chaque fois de toute beauté. Ils ont tout un tas de licences en plus et ce sont donc des jouets Alien. Vous avez sans doute vu la saga Alien. Si c'est pas le cas, vous avez notre autorisation pour arrêter cette émission et vous jeter dessus. Et donc, tout simplement, les œufs qui pondent des petits aliens et il y en a des ouverts, il y en a des fermés et il y a également les toutes petites créatures qui ensuite imprègnent l'autre, se saisissent au visage et pondent, voilà, qu'est-ce qu'on rigole. C'est donc édité par NECA, c'est encore disponible pour environ 45-50 € et ça vaut vraiment le coup. Voilà. Si je gagne pas avec ça, là, je veux dire... Alors, le burger est presque terminé, prêt à être dégusté, mais il manque un petit truc, Nico. Et c'est très important, le petit drapeau. Un burger n'est pas complet sans son petit drapeau et cette émission n'est pas complète sans quelques images de ce dont on espère vous parler le mois prochain. En l'occurrence, il s'agit d'un film très très attendu. Et on se quitte donc là-dessus en vous souhaitant un bon appétit. Et on vous dit au mois prochain. Oui, absolument. Bon app.
murderous savages. The journey may well mean your life. Le mois prochain, on espère grandement vous parler de The Lost City of Z, le prochain chef-d'œuvre, en tout cas on croise les doigts, de James Gray. Your soul will never be quiet until you find this place. L'histoire vraie de Percival Harrison Fawcett, un des plus grands explorateurs du XXe siècle, avec Charlie Hunnam et Sienna Miller, devant la caméra du réalisateur de The Immigrant et La Nuit nous appartient, forcément, on dit oui. Et les premières images donnent follement envie. Réponse dans les salles, le 15 mars. It is your destiny. Oh, indeed. Are you fine? I'm fine, thank you, all you did. Mais sire, c'est soufflerie! Pardon. Je suis désolé. Oh, what time is it? What time is it? What time is it, Nico Pratt? It's time for the...